Je suis une femme de 19 ans qui vit dans le nord-ouest du Pacifique. Il y a quelques mois, je cherchais un emploi complémentaire parce que mes heures dans mon travail habituel étaient terribles. Je suis assez anxieuse et je n'ai pas d'amis. Alors bien sûr, je me suis tournée vers Craigslist. Je savais que ce site pouvait être peu fiable, mais j'étais désespéré de trouver un travail supplémentaire. Je n'avais pas eu de chance, surtout en étant quelqu'un sans compétences particulières et sans être prête à faire du contenu pour OnlyFans. Une annonce a attiré mon attention. Elle proposait 50 $ pour prendre des photos d'une propriété avec un appareil photo ou un téléphone, supérieur à un iPhone 12. J'avais un iPhone 14. L'annonce promettait que cela ne prendrait qu'entre 1 et 2 heures. J'ai envoyé un courriel à l'annonceur et peu après, j'ai reçu un message texte. L'homme disait que j'étais la personne idéale pour le travail et il m'a même proposé de venir le jour même. Ce qui est étrange, c'est que, avant d'accepter, j'avais posté un message sur un forum Reddit pour demander si c'était une mauvaise idée et tout le monde m'avait conseillé d'y aller accompagner. Je ne l'ai pas fait et j'ai supprimé le post peu après. La maison se trouvait à environ 20 minutes de la ville, entourée d'une forêt dense. Elle était petite et délabrée, mais rien ne m'a paru alarmant. L'homme qui m'a accueilli semblait avoir autour de 50 ans. Il n'avait rien de particulier dans son apparence. Il m'a invité à entrer, et j'ai vu que la maison était complètement vide, pas de meubles, seulement de la poussière et de la saleté. Je lui ai demandé par où commencer à prendre les photos, mais il évitait de répondre, détournant la conversation avec des banalités et des questions personnelles à mon sujet. Mon anxiété a commencé à monter, mais j'ai essayé de continuer la conversation naturellement. Cependant, il a commencé à me fixer d'une manière troublante. À un moment, j'ai laissé tomber mon téléphone pendant qu'on prenait des photos dans la maison. Il l'a ramassé, mais l'a gardé en main plus longtemps que nécessaire avant de me le rendre, sans que je le lui demande. Alors que je prenais des photos dans la chambre principale, il a effleuré mon visage de sa main et a fait un commentaire sur ma peau. À cet instant, j'ai su que c'était une énorme erreur d'être venu ici, mais ce fut la première fois que j'ai ressenti une peur véritable. Mon sang s'est glacé et j'ai cessé de chercher des excuses dans ma tête. J'ai rapidement inventé un prétexte pour partir. Je lui ai parlé de ma mère. Mais lorsque je me suis tourné vers la porte, il m'a attrapé par le bras. Je garde encore la photo que j'ai prise après l'incident, où l'on voit les bleus sur mon avant-bras. J'ai eu l'impression qu'il allait me le briser en deux. J'avais emporté un petit couteau pour me défendre, un cadeau de ma mère paranoïaque, qui ne m'aurait jamais laissé partir si elle avait su. Sans réfléchir, je l'ai sorti et je l'ai poignardé. C'était un couteau à ouverture automatique, donc il est sorti en appuyant simplement sur un bouton. Il m'a lâché et a tenté de m'asséner un coup avec son propre couteau. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en train de courir hors de la maison. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à une station-service. Ce n'est qu'une fois que mon cœur s'est calmé que j'ai appelé la police et tout expliqué. Ils ont pris l'affaire au sérieux, m'ont demandé de faire une déclaration et de répondre à quelques questions. Ils ont fouillé la propriété et la forêt environnante, mais n'ont pas retrouvé l'homme. Ils ont découvert que la maison était abandonnée et qu'il y avait un paquet de colliers de serrage en plastique dans le sous-sol. Un rapport a été rédigé, mais je sais qu'il est toujours là, quelque part. Parfois, j'appelle pour demander des nouvelles, mais il n'y a jamais d'informations pertinentes. Je n'en ai parlé à personne d'autre que la police, même pas à ma mère. Je sais qu'en écrivant ceci, je peux paraître détaché, mais c'était la première fois que je vivais une chose pareille. Et maintenant, j'ai du mal à sortir de chez moi la plupart des jours. J'ai décidé de l'écrire ici comme une façon de me soulager, car ce souvenir me hante constamment. Cela s'est passé la semaine dernière. Je vis seul dans une petite ville universitaire, bien que je ne sois ni étudiante ni professeur. Mon appartement est dans un duplex situé dans une rue résidentielle, à seulement quelques pâtés de maisons du campus. La plupart des étudiants étaient partis pour les vacances d'hiver. Et lorsqu'ils ne sont pas là, l'ambiance devient extrêmement silencieuse. Dans la nuit de mercredi, un bruit dérangeant m'a réveillé à l'extérieur. C'était quelqu'un qui pleurait, mais pas de manière normale. Cela ressemblait à une lamentation délirante.
pas comme quelqu'un en détresse ou en panique. Il n'y avait pas de cri appelant à l'aide, sinon je serais probablement sorti avec prudence pour voir ce qui se passait. Au lieu de cela, cela ressemblait davantage à une personne imitant le bruit d'un fantôme, mais de façon beaucoup trop convaincante. C'était une plainte répétitive, un ou constant. Ce n'était vraiment pas une manière agréable de se réveiller, pour être honnête. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai vu personne et je n'ai pas pu déterminer d'où venait le son. Après quelques minutes, la plainte s'estompa au loin et tout redevint silencieux. Bien que je me sentisse un peu troublé, je me rendormis. La nuit de jeudi arriva et je me couchai comme d'habitude, me demandant si j'allais entendre quelque chose d'étrange à nouveau. Et effectivement, quelques heures plus tard, je me réveillai encore une fois. Cependant, cette fois, le son était complètement différent. Au début, j'ai cru qu'il avait beaucoup neigé, car ce que j'entendais ressemblait au raclement d'une pelle contre le trottoir. C'était un bruit très rythmique, de pas lourd, suivi d'un long frottement sec. Cela se répétait encore et encore. Papa glisse, papa glisse. Je me levai et regardai par la fenêtre. Il n'y avait pas de neige, mais une brume dense couvrait la rue. Et là, de l'autre côté de la route, je vis une femme. Il me fallut un instant pour comprendre que ce qui ressemblait à un étrange chapeau sur sa tête était en réalité ses cheveux. Ils étaient très longs, jusqu'à la taille, complètement sales et emmêlés, agglutinés en une seule masse, comme une énorme boule de cheveux mouillés et brillants. La femme avait les épaules voûtées vers l'avant, les bras croisés dans le dos, comme une patineuse ou une danseuse. Elle exécutait d'une sorte de danse inhabituelle, 2 pas lourds, puis elle glissait avec une fluidité troublante, comme si elle se trouvait sur de la glace, mais il n'y avait pas de glace. Je ne comprenais pas comment elle parvenait à se déplacer si facilement sur le bitume. C'était presque hypnotisant de la regarder. Elle paraissait vieille et fragile, mais se mouvait avec une agilité incroyable. Elle tournoyait, glissait, et gardait l'équilibre avec une grâce que moi-même je ne pourrais égaler. À chaque glissade, on entendait le bruit rugueux de sa chaussure frottant le sol. Sa danse ne comportait pas de pas supplémentaires, juste le même schéma répétitif. Coup, glisse. Elle avançait dans une direction, puis pivotait et répétait les mêmes mouvements dans l'autre sens. Après quelques minutes, elle s'arrêta brusquement. Ensuite, elle se pencha en avant, comme une coureuse sur la ligne de départ, le bout des doigts frôlant à peine le sol. Elle resta ainsi pendant ce qui sembla être 1 ou 2 minutes. La voir dans cette posture, au milieu du brouillard et des ombres, était profondément troublant. Finalement, elle se redressa lentement, se tourna dans la direction opposée à la mienne, et se mit sur la pointe des pieds, étendant ses bras longs et fins. Soudain, elle commença à se déplacer avec une rapidité impressionnante, utilisant le mouvement typique des danseurs professionnels sur pointe. Dans mon esprit, j'entendais presque l'effet sonore des dessins animés. Quand un personnage se déplace furtivement sans bruit, la femme s'enfonça dans la brume avec sa danse étrange, et depuis je ne l'ai ni revue, ni entendue. Cela m'est arrivé il y a de nombreuses années. J'ai maintenant 38 ans, et je crois que c'est survenu lorsque j'avais 14 ou 15 ans. Ma famille, composée de ma mère, de mon frère, qui a 6 ans de moins que moi, et de moi-même, était en train de déménager vers une maison située à quelques rues de là. En préparation du déménagement, nous aménagions notre nouveau foyer pour qu'il soit prêt à nous accueillir. Pour cela, nous avons reçu l'aide de quelques membres de la famille, principalement une cousine de ma mère, ses enfants adultes et leurs épouses, à qui nous ont aidés à repeindre les chambres. Pendant l'un de ces jours de dur labeur, nous avons tous décidé que nous voulions des boissons fraîches appelées Slurpees, provenant d'un magasin 7-Eleven situé à proximité. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boissons glacées, généralement aromatisées au soda, servies depuis une machine à levier. Les gobelets sont munis d'un couvercle, transparent en forme de dôme et d'une paille longue, avec une petite cuillère à l'extrémité. Même si, selon moi, cette cuillère est assez inutile, le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut les préparer soi-même, en mélangeant autant de parfums qu'on veut, dans l'ordre de son choix. L'un de mes cousins aînés et moi
nous sommes proposés pour aller chercher les boissons. Pendant que les autres continuaient à travailler à la maison, le trajet et la préparation des boissons n'eurent rien de remarquable. Cependant, ce qui s'est gravé dans ma mémoire, c'est ce qui se passa en sortant du magasin. À peine avions-nous mis un pied dehors que j'entendis une femme crier quelque chose comme « Ah, aidez-moi » sur ma gauche. Je tournai la tête et assistai à une scène choquante. Un homme d'âge moyen luttait avec une femme plus âgée pour lui, arrachait les clés de sa voiture. La dame devait avoir environ 60 ans. Je restai figé, observant la scène. L'homme réussit à lui arracher les clés des mains, monta rapidement dans le véhicule et commença à faire marche arrière pour s'enfuir. Le problème, c'est que d'une manière ou d'une autre, la femme était tombée au sol et ses jambes s'étaient retrouvées sous le véhicule. En reculant, le voleur passa au-dessus d'elle. Évidemment, la police fut appelée. Mon cousin et moi restâmes sur place pour faire nos déclarations. J'avais réussi à mémoriser la plaque d'immatriculation de la voiture volée, ce qui fut très utile, car la dame était en état de choc et incapable de s'en souvenir. Depuis que je suis petit, on m'a appris qu'en cas d'urgence impliquant un véhicule, il fallait essayer de retenir la plaque. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me souviens qu'un peu plus tard, j'ai appris que la voiture avait été retrouvée à environ 30 miles, soit environ 48 kilomètres de l'endroit où elle avait été volée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la femme, de l'homme, ni du véhicule. Comme cela s'est produit au début des années 2000, je doute qu'il y ait des informations en ligne à ce sujet après tant d'années. Ce magasin 7-Eleven a fermé il y a longtemps, et plusieurs autres commerces ont occupé les lieux depuis le plus récent étant une boutique de téléphone portable. Cependant, chaque fois que je passe par là, je me souviens clairement de cet événement que j'ai vécu il y a tant d'années. Cette histoire s'est déroulée en novembre de l'année 2017, alors que j'avais 18 ans. Je suis une fille de très petite taille, je mesure à peine 1,40 m, et je deviens anxieuse dès que quelqu'un me regarde, d'une manière qui suggère qu'il ne m'aime pas. Alors, comme on peut l'imaginer, j'évite les conflits à tout prix. Ce jour-là, mon ami et moi faisions du shopping, une activité que nous partagions tous les quelques mois pour passer du temps ensemble, car l'université ne nous laissait pas beaucoup d'occasions de nous voir. Elle me ressemble beaucoup. Elle dépasse à peine 1,50 m et elle est aussi extrêmement peu encline à la confrontation, ce qui explique sans doute pourquoi nous sommes devenus amis. À chaque virée shopping, nous finissions chez Ann Summers. Nous avons toutes les deux des tailles difficiles à trouver, et il nous était compliqué de dénicher des soutiens-gorge dans d'autres magasins. Mais Ann Summers avait toujours de bonnes affaires, alors nous profitions de l'occasion pour acheter des modèles abordables quand nous le pouvions. Ce jour-là n'était pas différent. Jusqu'à ce que nous arrivions au magasin. À peine avais-je mis un pied à l'intérieur qu'une femme avec un fort accent slave s'est approchée de moi et, plantant son doigt dans ma poitrine, m'a ordonné « Crache ton chewing-gum ». J'ai cru qu'elle était employée du magasin. Alors, me sentant humilié, je me suis excusé à voix basse et j'ai couru dehors pour jeter mon chewing-gum. Mais en revenant, je me suis rendu compte que cette femme ne travaillait pas là. Ce n'était qu'une cliente. Postée près de la porte, quand mon ami et moi étions entrés. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Aucun employé ne se comporterait de cette façon. Pas s'il tient à conserver son emploi. Malgré cela, j'ai gardé la tête baissée en passant près d'elle, retenant mon souffle, espérant qu'elle ne m'adresse pas la parole à nouveau. Par chance, elle ne l'a pas fait. J'ai cru que l'incident était clos. Mon ami et moi avons continué à explorer le magasin en essayant de l'éviter. Mais l'endroit n'était pas très grand, peut-être 5 mètres sur 6. Finalement, je me suis retrouvé dans la section des soldes, près de la porte, exactement là où elle s'était tenue. J'essayais de garder mes distances tout en vérifiant les prix, mais je ne savais pas quel pourcentage de réduction s'appliquait. Alors, je me suis légèrement penché pour lire le panneau. Il faut ici préciser que la femme avait une poussette, ou stroller, comme on dit dans certains pays, mais il n'y avait pas d'enfant dedans. À la place, elle était remplie de sacs en plastique. Je n'ai pas prêté trop attention au contenu, mais j'ai remarqué que tout était doublement emballé et bien ficelé, comme si elle voulait protéger ce qu'elle transportait.
Cette obsession pour la protection de ses affaires allait devenir très importante. Juste après, en me penchant pour lire le panneau de réduction, je me suis inconsciemment un peu rapproché de sa poussette. J'étais encore à près d'1 mètre de distance, mais apparemment, c'était déjà trop près pour elle. La femme se trouvait de l'autre côté du landau, mais dès qu'elle m'a vu, elle a couru vers moi et, sans avertissement, m'a frappé au visage. Je ne suis pas certaine s'il s'agissait d'une gifle ou d'un coup de poing. Le choc m'a laissé hébété. Mais tout ce que je savais, c'est que ça faisait mal. « Respecte l'espace personnel », a-t-elle sifflé à mon oreille. Et moi, ne sachant comment réagir, je me suis excusé. Oui, je sais. Cette femme m'avait agressé physiquement. Et c'est moi qui me suis excusé. Je le regrette maintenant, mais à ce moment-là, je voulais simplement éviter que la situation s'aggrave, même si je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour la provoquer, tremblante. Je fis volte-face et courus vers le fond du magasin en tirant la main de mon ami. Cette zone était séparée par une petite cloison, qui ne couvrait que la moitié du magasin, car c'était là qu'étaient stockés les jouets pour adultes, à l'abri des regards. Je restais là, cramponné à la main de mon amie, tremblante, et je murmurais « Elle vient de me frapper ». Nous restâmes silencieuses pendant 1 minute. Mon amie était positionnée de manière à voir le reste du magasin, tandis que moi, je restais caché derrière le mur. « Elle est partie », me dit-elle enfin. J'expirais l'air que je ne savais même pas avoir retenu. « On peut rester ici encore un moment ?» demandai-je, craignant qu'elle ne m'attende dehors. L'entrée du magasin était complètement ouverte, mais il était tout à fait possible qu'elle se soit éloignée de quelques mètres dans la rue et qu'elle soit restée hors de vue, attendant que je sorte. Mon ami était d'accord. Alors nous avons continué à faire semblant de regarder les produits. Environ 5 minutes plus tard, nous nous sommes dirigés vers le comptoir pour payer. La vendeuse jeta un coup d'œil à l'extérieur, puis nous regarda. « Cette femme est ici depuis plus de 30 minutes. Je ne savais pas quoi faire, nous dit-elle. » Avant de demander « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Elle m'a demandé de cracher mon chewing-gum en entrant. Et ensuite, elle m'a frappé parce que j'étais trop près de sa poussette, répondis-je. « Elle vous a frappé ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Si je l'avais su, j'aurais appelé la sécurité. Je suis vraiment désolé. Je lui ai souri timidement et haussé les épaules. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas vrai, bien sûr, mais ce n'était pas non plus de sa faute. Elle semblait avoir mon âge. Et honnêtement, je n'aurais pas su quoi faire, à sa place non plus. Toujours nerveuse, mon amie et moi avons quitté le magasin. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu la femme. « On peut rentrer ?» demandai-je à mon ami. Il nous restait encore des magasins à visiter, mais j'étais bien trop paranoïaque. Comme je ne voulais pas risquer de croiser à nouveau cette femme, mon ami a accepté que nous rentrions. Nous avons donc pris le bus de retour. En arrivant chez moi, mes parents m'ont encouragé à signaler l'incident à la police. J'ai appelé le numéro des urgences non prioritaires, mais leur réponse a essentiellement été « Eh bien, que voulez-vous qu'on fasse ?» À moins que je retourne au magasin pour demander les enregistrements des caméras de sécurité, ou dont je n'étais même pas sûr de l'existence, ils ne pouvaient rien faire. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis ce jour. Aujourd'hui, je suis convaincu que cette femme était probablement sans abri ou sous l'emprise de drogue. C'est la seule explication logique que je trouve à son comportement, à son obsession pour ses sacs et à son agressivité. Peut-être qu'elle transportait toutes ses affaires, ou des drogues, ou peut-être les deux. Cela s'est passé il y a quelques années, en 2015, mais je ne l'oublierai probablement jamais. À l'époque, j'avais 21 ans. J'étais une femme relativement nouvelle dans la ville. Je venais de sortir d'une mauvaise relation. Mon état émotionnel n'était pas au beau et fixe, et je ne connaissais presque personne sur place, à part mon ex et ses amis. J'utilisais une application de rencontres et d'aventures occasionnelles, espérant rencontrer des gens avec qui passer du temps, peut-être une amitié avec des bénéfices ou quelque chose du genre. C'est là que j'ai rencontré un homme de 25 ans, nommé Simon. Nous avons discuté par intermittence sur l'application pendant quelques jours. Il m'a raconté qu'il avait un groupe de musique et qu'il vivait dans une maison avec ses colocataires, les autres membres du groupe.
Il m'a envoyé un lien vers sa musique sur YouTube, où l'on voyait une image retouchée de 4 ou 5 hommes jouant des instruments de rock. L'un d'eux lui ressemblait. Le style musical était un mélange étrange, et, pour être honnête, ce n'était pas à mon goût. Mais Simon avait l'air d'un type gentil, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Quelques jours plus tard, il a cessé de répondre. Alors, j'ai supposé que la conversation était terminée, et j'ai continué ma vie. Cependant, un jour, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un message de lui. Il s'excusait de ne pas avoir répondu, plutôt, et m'invitait à un barbecue. Avec ses amis et les membres de son groupe, dans le jardin de leur maison, il a mentionné que leur manager leur fournissait la maison où ils vivaient. Comme la vidéo YouTube avait très peu de vues et que je n'avais vu qu'une seule image de lui dans le groupe, j'ai pensé qu'il exagérait. Je me suis dit qu'un ami propriétaire de bar leur faisait probablement une réduction de loyer en échange de concerts réguliers. Je ne me suis pas attardé là-dessus. Normalement, je n'aurais jamais accepté de me rendre seul à un barbecue chez un inconnu. Mais j'étais vraiment ennuyé. Et puis, je me suis dit que ce serait l'occasion d'affronter mon anxiété sociale, voire de me faire quelques amis, car Simon avait décrit ça comme une grande fête. J'ai cherché l'adresse sur la carte, et j'ai vu qu'il s'agissait d'un quartier résidentiel, avec beaucoup de familles. Être dans un jardin un jour d'été ne me semblait pas particulièrement risqué, d'autant plus qu'il y aurait des voisins tout autour. En plus, la maison n'était qu'à quelques stations de train de mon lieu de travail, et mon service touchait à sa fin dans quelques heures. Je lui ai répondu que je n'étais pas totalement à l'aise avec l'idée, puisque je ne le connaissais pas bien, mais que je passerais un moment, à condition de ne pas avoir à entrer dans la maison. Il m'a assuré que ce n'était pas un problème, ce qui m'a rassuré. Pour éviter toute situation gênante, j'ai même décidé de ne pas boire de liquide pendant le reste de mon service, afin de ne pas avoir besoin d'utiliser les toilettes, donc d'entrer dans la maison. Comme il avait laissé entendre que la fête avait déjà commencé, j'étais un peu anxieuse à l'idée d'arriver seule sans connaître personne. Et je savais aussi que trouver une adresse par l'arrière d'une maison pouvait être compliqué. Alors, j'ai demandé à Simon de venir me chercher à la gare, puisqu'il avait dit que ce n'était qu'à quelques minutes de marche. Il a accepté et je lui ai indiqué l'heure exacte de mon arrivée. Le premier signal d'alarme est apparu quand je suis arrivé à la gare vers 5h30 de l'après-midi. J'ai regardé autour de moi, mais je ne l'ai vu nulle part. Je lui ai envoyé un message et il m'a répondu qu'il était en retard, me demandant de commencer à marcher vers le quartier. J'ai traversé une bonne moitié du grand parking de la gare quand je l'ai enfin vu s'approcher. Je l'ai reconnu à ses vêtements. Un pantalon pâte def très inhabituel, surtout chez les hommes à cette époque, et ses longs cheveux. Cependant, de près, son visage était très différent des photos. Peut-être avait-il trop retouché ses images, ou utilisé celles de son frère ou d'un autre, je ne sais pas. Mais il n'avait clairement pas 25 ans. Il en paraissait plutôt 35. C'était le premier vrai signe que quelque chose clochait. Mais je l'ai ignoré. Je me suis dit qu'il était peut-être complexé par son âge, qu'il fumait trop, ou qu'il ne mettait jamais de crème solaire, ou qu'il n'avait simplement pas mis ses photos à jour depuis longtemps. Et puis, je voulais juste me faire des amis. Alors, j'ai essayé de ne pas être trop méfiante. Ah, et il était aussi complètement ivre. Mais dans mon expérience, beaucoup d'amis de mon ex étaient de gros buveurs, donc ça ne m'a pas paru si étrange. Après tout, il organisait un barbecue. Le deuxième signal d'alarme est arrivé peu après, quand nous sommes arrivés à la porte de sa maison. Je lui ai rappelé que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée d'entrer, mais il m'a assuré que nous devions simplement traverser la maison pour atteindre le jardin à l'arrière. D'accord. Cela avait un certain sens. Le quartier n'était pas du genre où l'on peut facilement faire le tour des maisons pour accéder à l'arrière sans passer par l'intérieur. Il aurait fallu retourner jusqu'à la rue principale et ensuite prendre une ruelle. J'ai supposé qu'il avait simplement oublié ce que je lui avais dit à propos de ne pas vouloir entrer. Et je n'ai pas voulu faire d'histoire. Alors j'ai laissé couler. Nous sommes entrés dans la maison. Dès que j'ai passé la porte,
Simon l'a refermé derrière moi et a tourné le verrou. Je n'ai pas trouvé cela trop étrange sur le moment. Certaines personnes ont l'habitude de verrouiller immédiatement la porte en entrant. Mais pour une raison quelconque, ce geste m'a donné des frissons. Alors Simon m'a dit qu'il aimerait me faire visiter la maison. J'ai décliné poliment, en lui rappelant que je n'étais là que pour le barbecue. Mais il a insisté, disant que lui et ses colocataires avaient beaucoup travaillé pour obtenir cette maison et qu'il en était très fier. À ce moment-là, mon scepticisme s'est accru. J'avais connu beaucoup d'hommes qui exagéraient ou mentaient pour m'impressionner. Et d'après mon expérience, lorsqu'ils parvenaient à faire entrer une fille dans leur maison, ils finissaient souvent par révéler la vérité. Mais malgré tout, je me suis convaincu que j'étais en train d'exagérer. Après tout, j'étais déjà dans cette fichue maison. Et il insistait en disant que ce serait rapide. Ce n'était pas la décision la plus sage, je le sais. Mais à l'époque, j'étais très doué pour rationaliser les signaux d'alerte. Simon avait encore l'air d'un artiste un peu paumé, un peu stone. Il ne me semblait pas vraiment menaçant, juste un type bizarre, peu sûr de lui, mauvais en communication, et qui mentait un peu, pas très différent de mon ex, qui était clairement émotionnellement et verbalement abusif, mais jamais au-delà. Je pensais que, dans le pire des cas, il essaierait de me mettre dans son lit, et que je finirais catalogué de prude parce que je refuserais. À cette époque, évidemment, je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Alors, une fois encore, j'ai juste continué. La visite a commencé sans incident. À part le fait que la décoration de la pièce commune semblait avoir été choisie par une fan de Martha Stewart d'âge moyen, plutôt que par un groupe de garçons dans une bande ou leur soi-disant manager. Je ne savais pas si cela me rassurait ou m'inquiétait davantage. D'un côté, il mentait clairement, mais de l'autre, cela me faisait penser que c'était peut-être juste la maison de la mère de quelqu'un, absente pour quelques jours, et qu'il ne voulait pas m'avouer qu'il vivait chez les parents d'un ami et n'avait pas vraiment de travail stable. Encore un gros signal d'alarme, mais à ce moment-là, je parvenais encore à tout rationaliser. Les portes des chambres étaient fermées. La salle de bain n'avait rien de notable, puis il m'a montré la cuisine. C'est là que, par la fenêtre, j'ai enfin vu qu'il n'y avait personne dans le jardin. Aucun signe de barbecue, pas un seul hamburger sur le comptoir, aucune boisson préparée nulle part. Rien, je lui ai demandé où étaient les autres et pourquoi il avait menti sur le barbecue. Il m'a répondu que ses colocataires étaient encore en tournée avec le groupe, mais qu'ils avaient eu des soucis avec le van et qu'ils devaient arriver d'une minute à l'autre pour commencer la fête. Alors je lui ai demandé pourquoi, s'il faisait partie du groupe, il n'était pas en tournée avec eux. Je ne me souviens même plus de sa réponse, car elle n'avait aucun sens. À ce stade, je n'arrivais plus à jongler, mentalement, pour me convaincre que ce type n'était pas un menteur compulsif. J'ai enfin réalisé à quel point la situation était terrifiante. Ça m'a pris du temps, je le sais. Mais aujourd'hui, je suis plus lucide, ne t'inquiète pas. J'ai commencé à réfléchir à un moyen de m'en aller. J'espérais que, une fois la visite terminée, nous sortirions au moins une minute, et que je pourrais partir à ce moment-là. J'avais déjà été dans des situations louches, mais heureusement jamais dans une où quelqu'un n'avait essayé de m'empêcher physiquement de partir d'un lieu à peu près public. Je ne me sentais pas à l'aise de le faire tant que nous étions encore dans la maison. Je savais qu'il mentait, mais je n'avais aucune idée de combien tout cela allait devenir pire. Par instinct, j'ai fait semblant de croire à ces absurdités. Il m'a proposé une bière, j'ai dit non, que je devais travailler tôt le lendemain. Il a simplement répondu « OK » et s'en est ouvert une pour lui. Ensuite, il a voulu continuer la visite au sous-sol. Depuis l'étage, je pouvais déjà voir que c'était le genre de sous-sol sombre et flippant, avec de toutes petites fenêtres. Dieu merci. À ce moment-là, j'ai refusé. Je lui ai demandé si on pouvait sortir, et il m'a répondu qu'on le ferait après la visite. J'ai essayé de discuter son idée de descendre au sous-sol en disant que j'avais une phobie des araignées et que je n'aimais pas les sous-sols. Tout cela était faux, mais n'importe quelle excuse était bonne pour éviter qu'il ne devine que ce qui me faisait vraiment peur. C'était lui. Il a commencé à s'irriter de mes refus. Alors, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux le laisser me montrer ce foutu sous-sol
et qu'ensuite, avec un peu de chance, nous pourrions en sortir. Je ne savais plus quoi faire. Le sous-sol n'avait rien de particulier. Un canapé, une télé, un vélo elliptique. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose qui m'a glacé le sang. La maison avait probablement été construite dans les années 1990 ou au plus tôt à la fin des années 80. Mais j'ai vu une porte qui ressemblait à ces lourdes portes, rembourrées de chambres froides comme celles qu'il y avait chez ma grand-mère. Le genre de porte qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. C'était comme une version plus petite de ces énormes portes métalliques de frigos industriels. Et elle n'avait absolument rien à faire dans cette maison. Hors de question que je m'approche de cette porte. Il l'a ouverte et m'a dit que c'était son studio de musique insonorisé. Je l'ai regardé à quelques mètres de distance, et oui, ça avait l'air insonorisé. Cela avait la taille d'une chambre. J'ai vu quelques guitares et amplis. Il y avait des matelas en mousse sur les murs, mais aucune batterie ni équipement d'enregistrement. Il a insisté pour que j'entre afin de mieux voir. Il est resté debout à l'extérieur de la porte, me faisant signe d'y aller. Mon Dieu, à ce moment-là, toutes les alarmes dans ma tête hurlaient au maximum. C'est là que j'ai compris que je pouvais vraiment mourir si je ne faisais pas attention. Je me suis retourné et j'ai couru à l'étage. Il a fermé la porte derrière moi et m'a suivi, en me demandant ce qui se passait, comme si j'exagérais juste parce que je ne voulais pas voir son studio de musique insonorisé. C'est là que j'ai compris que tout cela était bien plus glauque que tout ce que mon ex avait pu me faire. J'étais terrifié. Mon seul objectif était de sortir de cette maison. La porte d'entrée et celle de l'arrière étaient verrouillées. Si je tentais de courir, il pourrait facilement m'attraper avant que je ne parvienne à ouvrir les verrous. La salle de bain n'avait pas de fenêtre. La maison avait une configuration compliquée que je ne connaissais pas. Il était bien plus grand que moi, mince et longiligne, mais du genre à pouvoir courir plus vite que moi, même s'il fumait un paquet par jour. J'ai fait semblant d'être d'accord pour rester, en espérant qu'il se détende un peu. On a parlé de choses triviales pendant quelques minutes. Il a ouvert une autre bière, et heureusement, c'est un peu calmé. Désespérément, j'ai encore une fois mentionné combien la journée était belle et proposé qu'on s'asseye dans le jardin en attendant. Il a dit non et a commencé à s'énerver parce que je voulais déjà partir. Je lui ai dit que je pouvais rester, mais que j'avais vraiment envie de fumer une cigarette. Il m'a dit qu'on pouvait fumer à l'intérieur et a montré un bol de céréales rempli de mégots. On s'est assis à la table et on a allumé une cigarette. Pendant que je fumais, il a commencé à rouler un joint qu'il a allumé dès qu'il a fini sa cigarette. Il m'en a proposé un et j'ai dit non, mais il a insisté. Alors, j'ai tiré la plus petite bouffée possible. Je suis une fumeuse de cannabis plutôt expérimentée, mais j'ai fait semblant de tousser exagérément, en disant que j'étais novice et que ça me suffisait. Heureusement, même s'il était menteur, il n'était pas très bon pour détecter les mensonges des autres. Après avoir fumé, il m'a demandé si je voulais regarder un film en attendant le retour de ses colocataires. Je lui ai dit que j'étais vraiment impatiente de passer la journée dehors, et j'ai proposé qu'on aille marcher ou qu'on aille au parc. Des idées qui ne l'ont manifestement pas amusé. À ce moment-là, je ne faisais que chercher à maintenir la plus grande distance possible entre lui et moi. Mais il s'est rapproché, suffisamment pour que je sente l'odeur de la bière dans son souffle. Il m'a attrapé par la taille et je me suis dégagé. J'ai essayé de changer de sujet en demandant où était la nourriture du barbecue. Feignant encore de croire à toutes ces conneries, il s'est de nouveau énervé et sur un ton sévère, a répété que ses colocataires devaient arriver d'une minute à l'autre. Mon anxiété était à son comble. J'ai essayé de le calmer avec une conversation banale. Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance, mais ce qui s'est passé ensuite m'a peut-être sauvé. Simon est allé au frigo chercher une autre bière, mais en a sorti une caisse vide. À ce moment-là, il était encore plus agacé qu'avant, alors j'ai pris le risque de lui proposer qu'on aille acheter d'autres bières pour la fête. Je n'avais aucune autre idée. J'avais peur que si je suggérais encore une fois de quitter la maison, il explose. Mais il fallait que j'essaye. Heureusement, ses yeux se sont illuminés à l'idée que peut-être j'étais réellement intéressé à boire avec lui.
Il a accepté. En marchant vers le magasin de spiritueux, je n'avais toujours pas de plan clair. Je ne me sentais plus en sécurité à simplement m'éloigner de ce type dans ce quartier résidentiel étrangement désert. Mais j'étais extrêmement soulagé de ne plus être dans cette maison. Quand on est arrivé au magasin, je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'entrer si c'était juste pour acheter de la bière. Mais il a insisté pour que je l'accompagne. À ce moment-là, j'étais tellement stressé et épuisé que je l'ai suivi, en espérant qu'une bonne occasion de partir se présenterait. À l'intérieur, il m'a demandé quel type de bière je voulais. Je lui ai rappelé que je devais travailler le lendemain et que je ne voulais pas trop boire, mais il a exigé que je choisisse une bière. J'ai mentionné la première qui m'est venue à l'esprit. On est allé payer et le caissier était un abruti. Je n'ai pas osé lui demander de l'aide, même si j'aurais probablement dû, mais j'ai paniqué. Je l'ai regretté, tout en repensant à ces fois où mon ex disait aux gens que j'étais folle pour qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et ce type derrière la caisse avait clairement l'air de faire partie de ceux qui croient facilement ce genre de conneries. Il me restait une dernière idée avant de risquer de m'enfuir en courant. Il y avait une pharmacie de l'autre côté de la rue. J'ai dit à Simon que je devais acheter une brosse à dents. Une excuse qui insinuait vaguement que je comptais peut-être passer la nuit. Il était ravi de cette idée, mais a essayé de me suivre à l'intérieur. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas entrer avec de la bière dans une pharmacie. Je n'ai aucune idée si c'est vrai. Je doute que ce soit une loi, mais ce crétin sous m'a cru et a accepté d'attendre dehors. Dans ma naïveté, je pensais que peut-être, si je traînais assez longtemps, il finirait par comprendre l'indice et s'en irait. Mais non. Une demi-heure plus tard, il était toujours là, planté devant la vitrine à me fixer. J'ai fini par m'approcher de la caisse et attendre qu'un grand groupe de personnes, qui avaient l'air sympathiques, sortent de la pharmacie. Dès qu'ils sont sortis, je les ai suivis immédiatement et, une fois dehors, j'ai dit à Simon de me laisser tranquille et de rentrer chez lui. Je l'ai dit avec assez de fermeté et de volume pour que ce soit clair que, si nécessaire, j'étais prêt à faire une scène. Simone regarda les personnes qui montaient dans leur voiture, lesquelles s'étaient maintenant arrêtées pour nous observer. Puis, il se contenta de se retourner et s'en alla. Ce fut une fin étrangement anticlimatique, mais grâce à Dieu, j'ai couru jusqu'à la gare et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quand je suis rentré chez moi, son profil sur l'application avait disparu. Soit il m'avait bloqué, soit il l'avait supprimé. Des années plus tard, je regrette de ne pas l'avoir dénoncé. L'idée qu'il ait pu tenter la même chose avec une autre personne me hante. Mais cette fois en s'assurant que le frigo soit bien rempli. En juillet de l'année 2018, mes 3 meilleurs amis et moi avons décidé de partir en vacances à Barcelone. Nous étions 4, toutes des filles, et nous avions 18 ans à ce moment-là. Nous venions de terminer notre première année d'université. Pour donner un peu de contexte, nous avions planifié ce voyage depuis plusieurs mois, mais comme nous étions de nature paresseuse, nous avons pris notre temps avant de réserver les vols et le logement sur Airbnb. Finalement, nous avons commencé nos recherches en mai, et si tu as déjà été à Barcelone, tu sais que c'est déjà bien tard pour espérer trouver un hébergement estival abordable et bien situé. Nous avons passé plusieurs jours à écumer les sites web, tout étant largement hors budget, jusqu'à ce qu'une de mes amies déniche un studio assez correct, situé près des Ramblas, un quartier très touristique. L'appartement se trouvait dans une ruelle étroite, perpendiculaire à la Rambla principale. Pour atteindre la partie la plus délabrée de la rue, là où se trouvait notre logement, il fallait marcher environ 500 mètres. Cela ne nous inquiétait pas trop, car l'immeuble semblait plutôt sûr. Pour entrer, il fallait d'abord ouvrir la porte principale donnant sur la rue. Ensuite, on montait les escaliers jusqu'au 2e étage, où se trouvait une seconde porte nécessitant une autre clé. Cette porte donnait accès à 3 appartements, dont le nôtre qui avait une 3e et dernière serrure. En plus, la porte de notre appartement n'avait pas de poignée à l'extérieur, ce qui signifiait que si l'on sortait, sans la clé, on ne pouvait plus rentrer. De la même manière, la porte du balcon n'avait pas de poignée, extérieure non plus. Elle ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Tout cela peut sembler être beaucoup de détails,
mais ils sont importants pour ce qui va suivre. Le jour de notre arrivée, nous étions très excités. Malgré une fatigue extrême, cela faisait environ 15 heures que nous voyagions. Nous avons donc décidé de fumer une cigarette sur le balcon. Le balcon voisin appartenait à nos voisins, un groupe de garçons italiens que nous avons rencontrés à ce moment-là. Pendant notre séjour, ils ont été assez bruyants, mais nous n'y avons jamais vraiment prêté attention. Concernant la disposition de notre appartement, la porte d'entrée donnait directement sur la chambre où dormaient 2 de mes amis. Sur la gauche, il y avait un lit, et au fond de la pièce se trouvait le salon, qui faisait aussi office de cuisine et de chambre. Le canapé était un canapé-lit, où dormions mon autre ami et moi. Nous sommes restés là 5 nuits, et comme les jeunes que nous étions, notre routine quotidienne était assez constante. Chaque nuit, nous sortions faire la fête, nous rentrions. Vers 4 heures du matin, nous nous effondrions dans nos lits, et nous nous réveillions. Vers 11 heures, le lendemain. Ensuite, nous passions la journée à visiter la ville jusqu'à 19 heures. Puis, nous nous préparions et recommencions le cycle. Les 3 premières nuits ont été incroyables. Nous avions quelques amis garçons qui étaient aussi en vacances à Barcelone. Alors nous sortions avec eux et on s'amusait beaucoup. Mais la 4e nuit a été terrifiante. Nous sommes rentrés à la maison à 4 heures du matin. Nous avons rigolé entre nous pendant encore 1 heure. Puis nous nous sommes finalement endormis vers 5 heures. Vers 7h30, mon ami qui dormait avec moi dans le salon et qui souffre de paralysie du sommeil s'est réveillé en sentant quelque chose lui chatouiller la cheville. Elle a ouvert les yeux et a vu quelqu'un accroupi au pied du lit, une main posée sur sa cheville, comme s'il cherchait quelque chose sous le canapé-lit. Sur le moment, elle était convaincue qu'elle vivait une autre paralysie du sommeil. Mais la peur était si intense qu'elle s'est redressée brusquement en criant, ce qui n'arrive presque jamais, avec ce type de paralysie, puisque les muscles sont normalement totalement immobiles. Son cri m'a réveillé, et à moitié endormi, j'ai vu un homme debout au bout du lit. Confuse, j'ai chuchoté « Edward !» car je crois que je rêvais d'un ami à moi et que je l'avais confondu avec lui. L'homme, surpris, s'est immédiatement redressé. Il nous a fixés un instant. Puis, soudainement, il a commencé à marcher sur la pointe des pieds en murmurant « Oups, oups, oups ». Il est passé devant l'autre lit, où mes amis dormaient encore profondément, et il est sorti par la porte d'entrée. Mon ami et moi sommes restés éveillés, un long moment à parler de ce qui venait de se passer. Finalement, nous avons réveillé les autres pour leur raconter l'incident. Nous n'avons jamais découvert comment cet homme avait réussi à entrer dans notre appartement. Il n'a rien volé, bien que nous ayons laissé nos cartes bancaires, nos pièces d'identité, nos téléphones et de l'argent liquide en évidence sur la table. La seule chose que nous savons, c'est que cette nuit-là, nous n'avions pas verrouillé la porte, mais elle était complètement fermée, ce qui signifie qu'en théorie, personne ne pouvait l'ouvrir, puisqu'il n'y avait pas de poignée extérieure. Sauf si quelqu'un avait une clé. Nous avons choisi de ne pas parler à la police, de peur qu'on nous blâme pour ne pas avoir correctement sécurisé la porte. Nous ne l'avons pas dit non plus au propriétaire de l'appartement, pour la même raison, mais aussi parce que nous ne voulions pas gâcher notre dernier jour à Barcelone. Nous avons tenté de contacter nos voisins. Les garçons italiens, en allant frapper, à leur porte, mais ils n'ont jamais répondu. Avec le recul, nous aurions dû faire quelque chose et ne pas rester là 1 minute de plus. Mais je suppose que nous étions trop jeunes et naïves. Nous n'avons jamais su ce que cet homme voulait, ni ce qu'il cherchait exactement lorsqu'il a touché la cheville de mon ami. Rien n'avait de sens. Pourquoi quelqu'un entrerait-il dans un appartement sans y être invité, à 7h30 du matin, alors que tout le monde dort, juste pour chercher quelque chose sous un lit? Je suppose que nous ne le saurons jamais. En août de l'année 2023, j'étais dans l'avant-dernière année d'un lycée dans le comté de Sumaru, où j'étudiais le design graphique. Un élève d'1 an plus jeune, nommé James, a remarqué que je ne descendais pas à l'arrêt d'autobus de son école. Un jour, il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Je ne connaissais pas très bien ce garçon. Nous avions échangé quelques mots, mais nous n'étions pas amis. Je lui ai dit que ma mère préférait connaître les gens, et avant que je monte dans la voiture d'un inconnu, surtout si c'était un garçon,
À ce moment-là, j'avais 18 ans, alors je lui ai aussi mentionné que si nous avions un accident, je serais légalement responsable en tant qu'adulte dans le véhicule. Après cela, il a cessé d'insister et ne m'a plus trop dérangé. Nous avons continué à discuter de temps à autre, et il était évident qu'il n'était pas une personne neurotypique. Cependant, les choses ne sont devenues vraiment inquiétantes qu'au cours de ma dernière année. Nous avons échangé nos numéros de téléphone parce que je l'aidais parfois avec ses devoirs, qu'il ne comprenait pas bien, et je lui avais aussi recommandé quelques chaînes de vidéos d'horreur sur YouTube, comme des histoires de Reddit, des lectures de creepypasta, ou des chaînes qui couvrent des vidéos dérangeantes comme Hannah the Horrible, Nick Crowley ou Nexpo. En moins d'un mois, d'une manière ou d'une autre, il a découvert mon adresse. Je ne lui avais pourtant jamais dit où j'habitais. En plus, son arrêt de bus était bien avant le mien. Le système scolaire fonctionnait de telle sorte que tous les élèves de l'ouest de Fonchialea-Tassalani fréquentaient le même collège et le même lycée, tandis que les élèves de l'est de Fon, qui allaient à Aou, fréquentaient une autre école. Je ne lui avais jamais mentionné dans quelle zone je vivais, même pas approximativement. À partir de là, j'ai commencé à documenter tout ce qui se passait, qu'il s'agisse de petits incidents ou de choses plus sérieuses. Au cours des mois suivants, si je m'endormais dans le bus, il faisait tout pour me réveiller. Il me tapotait les écouteurs, les frappait contre mes oreilles, me donnait des coups de pied dans les jambes, me secouait, ou même m'appelait au téléphone. Tout ça pour m'obliger à lui parler. En avril, il m'a demandé d'aller au bal de fin d'année avec lui. Je lui ai répété plusieurs fois que je n'étais pas intéressé. Il a essayé de me manipuler pour que j'accepte. Alors j'ai fini par lui mentir et lui dire que j'avais un événement familial ce jour-là. Après cela, je l'ai signalé au directeur pour harcèlement et pour avoir tenté de forcer des gens à l'accompagner au bal. Ses excuses furent les plus fausses que j'ai jamais entendues. Il était évident qu'on l'avait obligé à s'excuser. Le lendemain, il m'a appelé pour me demander si ma sœur avait une voiture rouge et travaillait à la cafétéria Sangon Amia. Je lui ai immédiatement répondu que non et j'ai bloqué son numéro. Je suis allé aussitôt voir l'administration de l'école pour leur signaler que ce garçon m'appelait pour me demander si j'étais allé au Dollar Général, si j'étais au travail ou à la maison. Je leur ai aussi raconté qu'il m'avait dit des choses inquiétantes, comme le fait qu'il avait dépensé violentis, notamment l'envie de tuer le compagnon de sa mère, en décrivant en détail comment il voulait lui briser les dents. Il a même frappé son téléphone contre la vitre du bus. Il a tenté de me manipuler pour que je l'appelle pendant une crise de panique, au cours de laquelle il s'est épanché en disant que notre professeur de mathématiques méritait d'être éventrée, simplement parce qu'elle était en surpoids. Il s'est ensuite lancé dans une diatribe misogyne sur le fait que les femmes grosses étaient horribles et ne servaient qu'à avoir des enfants. Mais le plus absurde, c'est qu'elles n'étaient même pas en surpoids, à cause de mauvaises habitudes alimentaires, mais à cause d'un trouble médical provoquant une accumulation d'œstrogènes dans son corps. Le pire moment a été lorsqu'il a perdu l'étui de ses écouteurs sans fil. Il a complètement perdu le contrôle dans une crise de rage pure. Il a piétiné ses écouteurs avec force. De la mousse sortait de sa bouche, et il s'est mis à hurler comme un enfant, faisant une grosse crise de colère. J'ai tout signalé au directeur et aux responsables du bien-être étudiant. Mais au lieu de m'écouter, ils m'ont crié dessus pendant 1 heure, m'accusant d'être cruel avec un élève sur le spectre autistique. Jusqu'à ce moment-là, je pensais simplement que c'était un garçon qui jouait à Overwatch. Ils ont même justifié ces actes en disant que mes informations, celles de ma mère et de ma sœur, étaient de toute façon publiques. À ce moment-là, j'ai commencé à faire une crise de panique. J'ai appelé ma mère tout en vomissant dans une poubelle de la salle de conférence. Ma mère était furieuse. Elle m'a dit d'appeler le bureau du shérif dès que je serais rentré chez moi. Le shérif s'est réellement rendu chez ce garçon et l'a averti de cesser immédiatement tout comportement inapproprié, sinon j'avais tout à fait le droit de porter plainte pour harcèlement et traque. Plus tard, un refuge pour femmes
a confirmé que la réaction du directeur et du responsable du bien-être avait été totalement irresponsable et dangereuse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu James. Son numéro est toujours bloqué. J'espère ne plus jamais croiser cet idiot. Et si, pour une quelconque raison, James, tu lis ceci, reste loin de moi et de ma sœur. J'espère que ton futur supérieur dans l'armée découvrira tout ça. Ah oui, ce type veut s'engager dans l'armée. J'ai pris la stupide décision d'aller faire le plein d'essence à 11 heures du soir, parce que je n'avais pas eu le temps plus tôt à cause du travail. En arrivant à la station, j'ai vu qu'il y avait quelques voitures aux pompes, ce qui m'a un peu rassuré. Mais je me suis trompé. Je suis allé à l'intérieur pour payer en espèces. Quand je suis sorti pour remplir le réservoir, la plupart des voitures étaient déjà parties. Sauf un pick-up garé à 2 pompes de là, je suis monté dans ma voiture, pendant que le réservoir se remplissait, et j'ai commencé à regarder mon téléphone. Soudain, j'ai vu un homme marcher d'un air suspect à l'avant de ma voiture. J'ai levé les yeux pour voir ce qu'il faisait, et malheureusement, nous avons croisé le regard. Il m'a demandé si j'avais de la monnaie pour l'essence. J'ai secoué la tête pour lui dire que non, désolé. Il a répondu calmement, « C'est bon, pas de souci. » Mais ensuite, il a ajouté, « Et, tu veux que j'enlève le tuyau de la pompe pour toi ?» J'ai rapidement répondu, « Non, non, ça va, merci. » À ce moment-là, mon réservoir était déjà plein, et il le savait. Il avait l'air agité et a commencé à s'éloigner vers l'arrière de ma voiture. J'ai essayé de ne pas trop le regarder, mais je surveillais discrètement ses mouvements. Je ne voulais pas qu'il se rende compte à quel point j'étais terrifié. Dans ma tête, je me demandais comment partir d'ici alors que ce type rôdait toujours autour. Je ne le voyais plus. Le parking était vide et j'espérais qu'une autre voiture arrive. 5 minutes ont passé. Rien. Mon instinct de survie me hurlait de partir. Il faisait très froid dehors et je n'avais même pas encore démarré la voiture, car le tuyau de la pompe était toujours branché. Je n'avais aucune idée d'où ce type était passé. Finalement, je l'ai vu marcher vers son pick-up. Mais au lieu d'y monter, il a continué à rôder autour. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai saisi ma chance. J'ai retiré le tuyau de la pompe et, dès qu'il s'en est rendu compte, il s'est mis à marcher rapidement vers moi. « Hé, t'es vraiment très jolie », m'a-t-il dit en s'approchant. J'ai acquiescé rapidement, sans dire un mot, et je me suis dépêché de remettre le bouchon du réservoir. Puis, avec un regard complètement désaxé, il a lâché. « Je n'ai pas l'air d'un tueur en série, hein ?» Dans ma tête, je me suis dit, « Frère, en vérité, si. Si, tu en as tout l'air. » À ce moment-là, j'ai sauté dans ma voiture et je suis parti à toute allure. Il y a plusieurs années, lorsque j'avais 35 ans, j'étais une femme, italo-américaine à la peau claire et aux cheveux blonds, mère de jumeaux de tout juste plus de 2 ans. Et même si cela peut sembler subjectif, mes jumeaux, un garçon et une fille, étaient exceptionnellement mignons. Fait curieux, ils ne semblaient même pas être frères et sœurs. Mon fils attirait particulièrement l'attention avec ses cheveux blonds, tirant sur le roux et ses immenses yeux bleus. Un après-midi, je suis sorti faire des courses chez Target avec eux. Comme d'habitude, je me suis garé un peu loin de l'entrée principale, car j'aime être près de la zone de retour des chariots. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de chariots abandonnés dans cette rangée. Pendant que je faisais descendre les enfants de la voiture, j'ai remarqué qu'un autre couple s'était garé près de moi. Nous avons échangé des sourires et je me suis rendu compte que leur fils avait à peu près le même âge que les miens. Le père était un homme immense, avec une barbe épaisse et des bras aussi larges que des troncs d'arbres. Nous sommes entrés dans le magasin et, pendant que je flânais dans les rayons à regarder des choses dont nous n'avions pas vraiment besoin, j'ai vaguement remarqué 2 couples qui semblaient souvent fréquenter les mêmes zones que moi. Ils ne parlaient pas anglais, et si je devais deviner, je dirais qu'ils parlaient russe, même si je ne peux pas l'assurer. Plus tard, arrivé dans la file pour payer, je me suis retrouvé juste derrière l'un de ces couples. Ma fille était assise dans le siège du chariot et mon fils dans la partie plus large. Soudain, la femme du couple derrière moi a complètement envahi mon espace personnel et s'est glissée entre mon chariot et moi. Pendant ce temps, le couple devant, qui avait déjà payé, ne bougeait tout simplement pas, me bloquant le passage. Pourquoi ne s'écartait-il pas? Que faisait-il? Tout à coup, la femme de derrière s'est penchée entièrement par-dessus mon chariot
s'interposant entre mon fils et moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. Mais il semblait que son seul objectif était de m'empêcher de voir mon fils. J'avais mes mains posées sur ma fille, mais je ne pouvais déjà plus voir mon fils. C'était une femme corpulente, bien trop proche de mes enfants. Elle se penchait si profondément sur le chariot que son corps reposait presque des deux côtés. Quelques minutes plus tôt, mon fils se trouvait à moins de 10 décimètres de moi. À présent, je ne le voyais même plus. Je lui ai demandé de s'écarter quand elle a commencé à se rapprocher encore plus, mais elle m'a simplement répondu dans sa langue. J'ai essayé de lui faire des gestes pour qu'elle comprenne et j'ai répété plusieurs fois « Excusez-moi, s'il vous plaît, écartez-vous ». Mais c'était évident. J'essayais de l'éloigner de mes enfants. Même si nous ne parlions pas la même langue, n'importe qui aurait compris ce que je tentais de dire. Et pourtant, elle m'a ignoré avec un culot déconcertant. J'ai tenté de la contourner pour atteindre mon fils et le mettre sur le tapis roulant de la caisse, juste pour l'éloigner de ce couple. Mais la femme refusait de bouger, et je ne pouvais pas l'atteindre. Cela a duré plusieurs minutes. Je n'avais même pas fini de payer, car il me restait des articles dans le chariot auxquels je ne pouvais pas accéder. L'autre couple me coinçait complètement de l'autre côté, pratiquement collé à moi. À ce moment-là, j'étais hors de moi. J'ai commencé à hurler à la femme de s'éloigner immédiatement de mon fils. Finalement, j'ai saisi le chariot et je l'ai poussé de toutes mes forces contre elle. La femme s'est mise à crier, mais elle a reculé juste assez pour que je puisse attraper mon fils, qui pleurait à chaudes larmes. La caissière, qui n'avait pas plus de 16 ans, était complètement dépassée, même si je lui criais de prévenir la sécurité. C'est alors que l'ours de tout à l'heure, cet homme immense que j'avais vu sur le parking, a remarqué ce qui se passait. Il a couru vers moi avec sa famille, a repoussé l'autre couple loin de moi, et sans réfléchir une seconde de plus, j'ai abandonné tous mes achats. Il m'a escorté jusqu'à ma voiture avec mes jumeaux pour s'assurer que je sois en sécurité. Lui et sa femme m'ont même suivi un moment sur l'autoroute, juste pour vérifier que personne ne nous suivait. Ces touristes de Target qui ont tenté, je ne sais même pas quoi, mais ils ont déclenché toutes mes alarmes de mer. Et ils devraient s'estimer heureux que je ne leur ai pas planté mes clés en pleine figure, car c'était ma prochaine action. Cela s'est produit il y a environ 10 ans, entre les années 2015 et 2016. À l'époque, je vivais avec quelqu'un qui avait un emploi du temps complètement opposé au mien. Il travaillait de nuit, tandis que je travaillais de jour. Alors, quand je me réveillais et me préparais pour partir au travail, lui rentrait tout juste à la maison. Pendant les nuits du matin, évidemment, je restais seul. Et une de ces nuits-là, je me sentais particulièrement seul. Pour ne rien arranger, mon jouet préféré s'est cassé et a cessé de fonctionner. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre la voiture et d'aller jusqu'à un magasin pour adultes, ouvert 24 heures sur 24, au centre-ville, pour en acheter un nouveau. La ville où je vis est une banlieue de taille moyenne, avec beaucoup de quartiers résidentiels. Le centre-ville est en gros une petite zone, située sur le chemin de l'autoroute, et mon appartement se trouvait à environ 10 minutes de là. En arrivant, je me suis garé dans le parking situé à l'arrière du magasin. L'endroit était sombre, avec plusieurs accès menant aux bars et restaurants des alentours, en plus de l'entrée du magasin lui-même. Après m'être garé, j'ai marché vers l'entrée qui donnait sur la rue. Pour y accéder, je devais repasser par l'entrée du parking d'où j'étais arrivé. En marchant, j'ai remarqué un homme seul, en train de fumer une cigarette. Il était 1 heure du matin, et il n'était pas courant de voir quelqu'un tout seul là-bas. Mais j'ai supposé qu'il venait d'un des bars à proximité pour faire une pause et fumer. En passant à côté de lui, il m'a dit « Salut ». J'ai répondu par un salut, très discret, sans établir de contact visuel. En le dépassant, j'ai pu mieux le voir. C'était un homme à la tête rasée, portant un long t-shirt blanc, un short qui lui descendait en dessous des genoux et une paire de baskets avec des chaussettes montantes couvrant ses tibias. Ce style vestimentaire n'était pas inhabituel dans ma ville. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il était seul, et que dès qu'il m'a vu, il a montré un intérêt soudain pour moi. J'ai continué à marcher en essayant de l'ignorer. Mais du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'il s'était mis à me suivre. Et quand je dis me suivre,
Je ne veux pas dire qu'il allait dans la même direction par hasard. Dès que je suis passé à côté de lui, il a commencé à marcher juste derrière moi, en imitant mon rythme de manière délibérée. Je n'avais aucune idée de ses intentions. Mais un homme seul à cette heure de la nuit, c'est toujours un signal d'alerte. J'ai regardé la rue, sombre et vide, et j'ai commencé à évaluer mes options. D'abord, j'ai pensé, continue de marcher. Comme ça, il ne saura pas que tu vas au magasin pour adultes. Mais ensuite, j'ai compris que cela pouvait être encore plus dangereux. J'ai envisagé d'entrer dans l'un des bars, mais je me suis rendu compte que cela lui donnerait simplement l'occasion parfaite pour m'approcher et m'adresser la parole. Finalement, j'ai décidé que le plus sûr était d'entrer dans le magasin, où il y avait au moins un bon éclairage et d'autres personnes susceptibles de me voir. Je suis entré et j'ai commencé à chercher ce que j'étais venu acheter. L'homme est entré juste après moi, mais au lieu de faire semblant de chercher quelque chose, il est simplement resté à l'avant du magasin à attendre. Il n'avait pas la moindre intention de dissimuler ses intentions. Alors que je parcourais les rayons, il a commencé à émettre un bruit étrange, comme s'il voulait attirer mon attention. Je l'ai ignoré, mais il n'a pas cessé pour autant. Finalement, je suis allé à la caisse, où le caissier semblait ne pas remarquer ce qui se passait. J'ai essayé de parler à voix basse, et je lui ai demandé s'il connaissait cet homme ou s'il travaillait ici. Le caissier m'a demandé de répéter ce que j'avais dit. Je lui ai reposé la question toujours discrètement. Mais il ne comprenait pas ce que j'essayais de lui dire. Il m'a répondu « Je ne t'entends pas, redis-le encore une fois ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne servait plus à rien d'être discrète. Alors, avec un ton normal, je lui ai dit « Cet homme là-dehors m'a suivi jusqu'ici et ne me laisse pas tranquille. » Je lui ai expliqué que ma voiture était garée à l'arrière et que je ne me sentais pas en sécurité de sortir seul. Le caissier a hoché la tête et a dit « D'accord ». La zone autour de la caisse était délimitée par un comptoir en forme de carré, conçu pour maintenir une certaine distance entre le personnel et les clients. Le caissier s'est dirigé vers l'avant du magasin, là où se tenait l'homme, et depuis derrière le comptoir, il lui a ordonné de partir. Il est revenu vers moi et m'a assuré qu'il lui avait dit de s'en aller. Mais l'homme n'est pas parti. Il est resté là, à attendre. Ne voulant pas qu'il me suive jusqu'à ma voiture, j'ai décidé de rester dans le magasin et de faire semblant de continuer mes achats, bien que j'ai déjà ce dont j'avais besoin. De temps en temps, je regardais vers l'entrée pour vérifier s'il était encore là, et en effet, il n'avait pas bougé. Je suis retourné plusieurs fois voir le caissier pour lui dire que l'homme était toujours là, sans aucune intention de partir. Finalement, le caissier est retourné à l'entrée et lui a dit d'un ton plus ferme « Ça suffit maintenant. » Fiche le camp. Pendant que le caissier s'occupait de lui, j'en ai profité pour me diriger vers l'arrière du magasin, hors de son champ de vision. Quand je suis revenu vers la caisse, j'ai remarqué que l'homme n'était plus là. Le caissier m'a expliqué qu'il avait dû lui répéter plusieurs fois et de façon plus agressive qu'il devait s'en aller. Apparemment, l'homme a tenté de se justifier en disant qu'il ne parlait pas anglais. C'est alors que le caissier a sorti une matraque de sécurité qu'il gardait sous le comptoir, l'a levée au-dessus de sa tête et lui a dit « Et ça, tu comprends ?» À ce moment-là, l'homme a enfin quitté le magasin. J'ai payé mes achats et je suis sorti aussi vite que possible. Même si le caissier m'avait assuré que l'homme était parti, j'étais toujours inquiète à l'idée de marcher seul jusqu'à ma voiture, même si elle était garée dans l'un des premiers emplacements, près de l'entrée du parking. Le caissier m'a montré un petit écran derrière lui, qui affichait 4 angles différents des caméras de sécurité, et m'a dit que l'homme n'était plus là. Il m'a aussi assuré que si je le revoyais, je pouvais revenir dans le magasin. Il m'a dit qu'il me regarderait marcher jusqu'à ma voiture. Bien que je me serais senti plus en sécurité s'il m'avait accompagné, je comprenais qu'il était seul et ne pouvait pas laisser le magasin sans surveillance avec des clients à l'intérieur. Après avoir récupéré mes achats, j'ai marché rapidement jusqu'à ma voiture. J'ai toujours mes clés prêtes quand je me rends à ma voiture, donc j'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller les portes. Je suis monté immédiatement. J'ai posé mon sac sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Une fois la voiture allumée, j'ai retiré le frein à main,
passer la marche arrière. Et alors que je bouclais ma ceinture de sécurité, j'ai regardé dans le rétroviseur latéral pour reculer. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le même homme venait vers ma porte côté conducteur, à grands pas. À l'époque, je conduisais une Ford, et ce modèle verrouille automatiquement les portes dès que le véhicule quitte le mode stationnement. Dès que je l'ai vu s'approcher, j'ai appuyé sur l'accélérateur et suis sorti du parking de manière brusque. Ma réaction l'a pris de court. Il s'est figé net, juste à côté de ma portière. Pendant que je continuais à reculer, je lui ai lancé le regard le plus sérieux et glacial que j'ai pu. Je savais que beaucoup de prédateurs se nourrissent de la peur de leurs victimes, et je ne comptais pas lui donner la satisfaction de me voir effrayé. Apparemment, ce regard a eu l'effet escompté. Dès qu'il a vu que je m'éloignais sans le lâcher des yeux, il a tourné la tête de nouveau vers l'entrée du parking et s'est remis à marcher vers l'endroit où il s'était tenu plus tôt. Il avait une expression de défaite sur le visage. Le mien, en revanche, exprimait un soulagement absolu. Je suis sorti du parking et je suis rentré directement chez moi. J'ai ressenti un peu de honte d'être sorti aussi tard, seul. Quand mon petit ami est rentré à la maison à 6 heures du matin, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a aussi reconnu que sortir seul à cette heure-là n'avait pas été la décision la plus intelligente. Je ne suis plus avec cette personne aujourd'hui, mais je vis toujours dans la même ville. Cependant, je ne sors plus jamais de chez moi après 21 heures. Même si ma ville n'est pas la plus dangereuse, il s'y produit assez de crimes pour qu'on ne puisse pas non plus la qualifier de totalement sûre.